Voilà. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 13, ça monte petit à petit. Je vous rappelle que vous avez un quiz à réaliser, enfin vous en avez deux même à réaliser. Donc sur les liaisons chimiques et la stabilité des atomes. Il y en a quelques-uns qui ont commencé, qui m'ont rendu des copies, c'est très très bien. Ceux qui m'ont rendu, vraiment, on voit que les notions sont acquises. Il y a des petites erreurs, mais qui ne sont pas des trucs dramatiques sur les petits pièges qu'on vous a posés et vous êtes un peu tombé dedans, mais c'était normal, on s'y attendait. Donc rien de dramatique hein, pour ceux qui m'ont rendu les premières copies. D'ailleurs, on va regarder, c'est une nouvelle. Hop. Donc pour le moment, sur le quiz 1, j'ai 9 copies. Et sur le quiz 2, j'en ai que 6. Il va falloir se bouger un petit peu les enfants, hein, je vous le dis. Alors vendredi, le lycée est fermé, donc on ne peut pas faire cours, quoi qu'il arrive. Et ça m'embête un petit peu, mais donc on n'a pas le choix. Donc ce sera la semaine prochaine, on se retrouvera le vendredi la semaine prochaine. Mon micro, il est bon. Allez, on attaque sur les transformations chimiques. Alors là, ça va être du cours aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais qu'on arrive à faire le cours en entier. Et comme ça, après, je vous balancerai les exercices sur lesquels on va travailler par la suite. Qui me demande la parole? Sofiane. Sofiane, je branche ton micro. Vas-y. Sofiane, branche ton micro. Tu as l'autorisation de brancher le micro. Vas-y. Ça pourrit ta connexion. Et voilà, déconnecté. Bon, on verra après. Alors, on va commencer par la modélisation d'une transformation chimique. Donc enfin, comment est-ce qu'on modélise? Modélisation d'une transformation chimique. Et on va commencer par une définition. Alors, une transformation chimique, ça correspond à un passage d'un état à un autre, vraiment un changement d'un état initial vers un état final. Donc, on va dire qu'une transformation chimique est le passage d'un système chimique d'un état initial vers un état final. D'un état initial vers un état final. Et au cours de cette transformation, il va se passer des choses. Il y a des espèces chimiques qui vont paraître et d'autres qui vont apparaître. D'accord ? Mais au final, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il y a quelque chose qui va être conservé. Les atomes, qui sont initialement présents dans les réactifs, on va devoir tous les retrouver dans l'état final, dans les molécules de l'état final. Et donc au final, la masse du système ne peut pas varier. Donc ce que l'on va dire, au cours de cette transformation, au cours de cette
des espèces chimiques disparaissent, les espèces chimiques disparaissent. Et d'autres apparaissent. Et ce qui est très important, c'est que la masse du système, elle demeure constante. La masse du système demeurant constante. Voilà le point essentiel. La masse du système reste constante. D'accord? Donc en fait, on va modéliser cette transformation par une équation chimique où on va décrire les espèces qui disparaissent, on va appeler ça des réactifs, et qui vont se transformer en des espèces qui apparaissent, que l'on va appeler des produits de la réaction. Et comment on le modélise? Par une flèche. Tout bêtement. Donc en petit peu, la réaction chimique en elle-même. La réaction chimique. Alors, comment on représente ça? Tout bêtement, on va avoir des réactifs, et on va définir ces termes, qui vont être très importants, une flèche. Et on va avoir les produits de la réaction chimique. La flèche représentant véritablement le fait qu'il y a une transformation chimique qui a lieu, qui transforme des réactifs en produits. Alors, qu'est-ce que c'est que des réactifs? Les réactifs, je vais le mettre comme ça. Définition d'un réactif. C'est une espèce chimique qui disparaît au cours de la réaction. Et donc comment est-ce qu'on va caractériser le fait qu'une espèce chimique disparaît? Tout au long de la réaction chimique, sa quantité de matière, elle va diminuer. Donc on va dire qu'un réactif, c'est une espèce chimique dont la quantité de matière diminue au cours de la réaction. Pour le produit, ou un produit, parce qu'il peut y avoir plusieurs réactifs et plusieurs produits de réaction, au contraire, ça reste une espèce chimique, dont la quantité de matière augmente lors de la réaction. Voilà. D'accord. Alors, il se peut que pour certains réactifs, enfin qui ne sont pas des réactifs, mais que certaines espèces chimiques qui sont présentes à l'intérieur de votre mélange réactionnel n'évoluent pas. On garde exactement la même quantité de matière tout au long de la réaction. Et dans ce cas-là, cette espèce chimique, on ne la fera pas apparaître dans la réaction, puisque ce n'est ni un réactif, ni un produit. On appellera cette espèce chimique une espèce spectatrice. Et ces espèces spectatrices, on ne les fait pas apparaître dans la modélisation
d'une transformation chimique. Alors, ce qu'on va écrire, si la quantité de matière d'une espèce chimique n'évolue pas, ou reste constante, on va dire, n'évolue pas au cours de la transformation, cette espèce est dite spectatrice. Cette espèce est dite spectatrice. Donc quand vous allez avoir une transformation chimique, un énoncé qui fait appel à plusieurs espèces chimiques, la première chose que vous allez devoir identifier, ça va être quelles sont les espèces qui sont des réactifs, quelles sont les espèces qui sont des produits, et enfin, quelles sont les espèces qui n'évoluent pas au cours de la transformation, c'est-à-dire les espèces spectatrices. Et celles-là, on ne les représentera pas à l'intérieur de notre équation chimique. Voilà pour la modélisation en elle-même. D'accord, les bases. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un peu plus précisément comment on écrit une équation chimique. Alors normalement, au collège, vous avez déjà un peu vu ça. Vous avez vu comment est-ce qu'on équilibre des équations chimiques. Il y a deux règles à respecter. Et normalement, au collège, vous n'avez vu que la première. Comme on l'a dit, au cours d'une transformation chimique, la masse est conservée. Au final, ça veut dire que tous les éléments que l'on a dans les réactifs, on doit les retrouver dans les produits. Si par exemple, dans tous mes réactifs, au total, j'ai 6 atomes de carbone, 8 atomes d'oxygène, je dois retrouver dans mes produits 6 atomes de carbone, 8 atomes d'oxygène. Mais, ce qui aura changé, c'est l'agencement de ces atomes, c'est-à-dire les molécules. Elles n'auront plus la même structure spatiale. Je suis page 325, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que je peux effacer la partie gauche? C'est la partie importante, c'est ça qu'il faut vraiment vous dire. Ici, tomato. Je n'ai pas de nom, donc c'est bon. Alors on passe au petit 3, l'équation de la réaction. 3, équation de la réaction. Alors sur votre livre numérique, pour avoir plus de compléments encore, je vous conseille d'aller voir la fiche page 305. Qui est un très bon, qui résume très très bien comme 325, pardon. On a vu. Qui vous donnera en fait vraiment tous les détails de comment on équilibre une réaction. Ça, ce que vous allez faire au fur et à mesure, c'est les exercices surtout qu'on va faire ici, ça va être d'équilibrer des réactions chimiques. Quelles sont les deux règles? Lors d'une réaction, d'une transformation chimique, lors d'une réaction chimique, il y a deux choses à respecter. Il y a, premièrement, ça ce que vous avez au collège, conservation des éléments chimiques. C'est ce qu'on appelle la conservation de la masse. Conservation des éléments chimiques.
que je vous disais, hein, tous les atomes que l'on a au départ dans tous nos réactifs, on doit les retrouver agencés différemment, soit, mais ils doivent tous se retrouver dans nos produits. Ça, c'est ce qu'on appelle la conservation des éléments chimiques. Deuxième conservation qu'il y a lieu, c'est que si dans vos réactifs, il y a des charges et que l'ensemble de tous vos réactifs porte une charge globale positive ou négative, on doit retrouver dans nos produits de réaction la même charge globale. Donc on dit qu'on a conservation de la charge électrique. Conservation de la charge électrique. Et on va faire deux petits exemples pour commencer. Exemple. Alors, le premier. Par exemple, je mélange du méthane sous forme gazeuse avec du dioxygène, pareil sous forme gazeuse. Ben, qu'est-ce qu'on obtient en sortie? On obtient du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau sous forme liquide. Bon, non, gazeux, je suppose. Donc, les petits G simplement pour dire sous quelle forme sont nos espèces. Sous forme de gaz. Alors, si on regarde cette équation, elle nous dit simplement je prends du méthane, je prends du dioxygène, j'obtiens du dioxyde de carbone et de l'eau. Sauf qu'il y a quelque chose qui n'est pas conservé là pour le moment. Il faut s'assurer d'avoir la conservation des éléments chimiques. C'est-à-dire que tous les atomes que j'ai à gauche de ma flèche, je dois les retrouver à droite. Ben là, on va compter. On va regarder. Combien d'atomes de carbone j'ai dans tous mes réactifs? J'en ai un qui vient d'ici. Et c'est tout. Donc j'ai un atome de carbone dans mes réactifs. Est-ce que je retrouve mon atome de carbone de l'autre côté? On a un qui est là. Donc j'ai bien un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite. Donc les carbones sont conservés dans cette équation. Ça semble cool. On va regarder les hydrogènes. J'ai 4 hydrogènes du méthane. L'oxygène, il n'y a pas d'hydrogène. Donc en tout, dans les réactifs, j'ai 4 atomes d'hydrogène. Combien d'atomes d'hydrogène je retrouve dans mes produits de ma réaction? Alors, combien? Exactement, il y en a 2. Le dioxyde de carbone n'a pas d'hydrogène à l'intérieur, par contre l'eau apporte 2 atomes d'hydrogène. Et là on a un problème, puisque dans les réactifs j'ai 4 atomes d'hydrogène, dans les produits j'en ai plus que 2. Ils n'ont pas le droit de disparaître comme ça. Donc forcément c'est qu'il y a eu un agencement différent de ces atomes. Et pour pouvoir montrer cet agencement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle peut être la solution? Exactement. On va rajouter un 2 devant. La seule chose que vous avez le droit de faire pour toucher des équations chimiques, c'est de rajouter des nombres devant les espèces chimiques que l'on considère. Vous n'avez pas le droit de changer les petits 4 en autres chiffres. D'accord? C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est rajouter devant vos éléments un nombre. Et c'est vrai que si je mets un 2 ici, ben ça me permet d'avoir 2 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau apporte 2 hydrogènes, donc au total, j'ai 2 fois 2, 4 hydrogènes. Je me retrouve avec 4 hydrogènes ici, 4 hydrogènes dans mes réactifs. Donc mes hydrogènes sont équilibrés. Il faut encore s'assurer de la dernière conservation des éléments qui est l'oxygène. J'ai combien d'éléments oxygène dans l'état actuel des choses dans mes réactifs? 2. Très bien. Combien j'ai d'oxygène dans l'état actuel des choses dans mes produits de réaction? Très bien. 4. J'en ai 2 qui sont apportés par le dioxyde de carbone. La molécule d'eau m'en apporte une, mais comme j'ai mis 2 molécules d'eau, j'en ai encore 2. Donc en tout, j'ai 4 atomes d'oxygène à gauche. Et j'en ai que 4 à droite, et j'en ai 2 à gauche. Comment faire pour faire mon équilibre?
Exactement. Si je rajoute un 2 devant le dioxygène, en tout, j'ai 4 atomes d'oxygène que je retrouve bien dans mes réactifs. Et là, on dit que notre réaction chimique est équilibrée. On a écrit correctement la structure de la réaction chimique. Est-ce que c'est clair pour le moment? Ça va? Donc ça, c'était vraiment le premier exemple. Il n'y avait pas de charge pour le moment. Maintenant, ça, c'est ce que vous êtes censé avoir fait au collège, à ce niveau. En second, on va rajouter justement l'équilibre avec les charges. Donc on va faire notre deuxième exemple. Ce deuxième exemple, je vais partir sur l'acidification, l'attaque acide du zinc. Donc le zinc est un solide sur lequel je vais faire agir un acide. Les acides sont caractérisés par plus. Donc, en solution aqueuse, parce que c'est une solution que j'ai dilue, on obtient un ion Zn2+, sous forme aqueuse, plus un dégazement de dihydrogène. Comment équilibrer cette équation? Alors, première chose, on va faire le bilan. J'ai combien d'atomes de zinc dans mes réactifs, dans l'état actuel des choses? Un seul. Très bien. J'ai combien d'atomes de zinc dans mes produits? Ok. 1. Est-ce que tout... Alors, le 2 plus qui est ici, il n'est pas devant l'ion zinc. C'est simplement pour dire que cet atome de zinc, ce n'est pas un atome quelconque, c'est un ion. Donc, c'est simplement la même structure que l'atome de zinc, auquel on a enlevé 2 électrons. Donc, ça ne change pas la structure même du noyau. D'accord? L'hydrogène. J'ai combien d'atomes d'hydrogène dans mes réactifs? Un seul. J'ai combien d'atomes d'hydrogène dans mes produits? 2. Là, ça va pas. Donc, il faut que j'équilibre tout ça. Comme j'en ai qu'un ici, j'en ai 2 ici, bah, ce qu'on va faire, ça va être un 2. Tout bêtement. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est s'assurer, comme il y a des charges, on a des composés ioniques, on va s'assurer est-ce que l'ensemble de mes réactifs et l'ensemble de mes produits portent la même charge. L'atome de zinc, dans mon réactif, est-ce qu'il apporte une charge, positive ou négative? C'est neutre, exactement. Donc, 0. Le H+, lui, apporte une charge positive. Et comme j'ai 2 H+, au total, j'ai 2 charges positives ici. Tout ça, ça fait 2 charges positives. C'est pareil, dans mes produits, l'ion zinc, à lui tout seul, apporte 2 charges positives. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le dihydrogène, est-ce qu'il porte une charge ou pas? Exactement. Donc au final, là aussi, le total m'apporte 2 charges positives. Donc en écrivant cette équation sous cette forme, j'ai bien assuré la conservation des éléments chimiques, mais également la conservation de la charge électrique. D'accord? Et c'est ça qu'il faudra vérifier à chaque fois quand vous allez devoir équilibrer des équations chimiques. L'essentiel du cours, pour le moment, ça va être ça. Équilibrer des équations chimiques. Maintenant, on va rajouter d'autres aspects. On va devoir aussi mélanger ce qu'on avait vu sur la quantité de matière et parler de ce qu'on appelle de réactifs limitants ou pas. Et enfin, on va aborder l'aspect énergétique d'une réaction chimique. Donc aujourd'hui, on va finir tout le cours, d'accord? Et ensuite,
exercice. Il n'y a qu'en pratiquant, en fait, que vous allez pouvoir vraiment renforcer vos connaissances et arriver à équilibrer les équations de façon correcte. Vraiment, il n'y a que comme ça que par la pratique on y arrive. On va faire plein d'exercices d'équilibre de fonctions d'équations chimiques. Et bien entendu, vous aurez un quiz là-dessus. Ce sera pratiquement que ça. Équilibrer des réactions chimiques. D'accord ? Il y en a qui sont faciles, et il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles à équilibrer. Est-ce que je peux effacer la partie gauche ? Alors, on va passer à cette notion de réactif limitant. Notion qui va être essentielle pour ceux qui vont suivre la spécialité physique-chimie en première. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, vous y reviendrez dessus, bien entendu, mais c'est vraiment une des bases, des notions de base de la chimie pour pouvoir faire de la chimie un peu plus poussée. Alors, un réactif limitant, ça veut dire qu'il limite quelque chose, il limite la réaction, il va stopper la réaction. Imaginons, je veux faire des sandwichs. Pour faire un sandwich, on va simplifier le truc, j'ai besoin de 2 tranches de pain et d'une tranche de jambon. Si maintenant, j'ai à ma disposition 5 tranches de pain et 3 tranches, non, c'est pas une bonne idée ça, et 2 tranches de jambon. 5 tranches de pain, 2 tranches de jambon. Combien je peux faire de sandwich? Exactement. Et à la fin, il me restera une tranche de pain toute seule. Pourquoi je ne peux pas faire plus de sandwich? Parce qu'il me manque quoi au final? Il me manque du jambon. Je prendrai une demi-tranche de jambon, je pourrais rajouter et finir un demi-sandwich en prenant ma tranche de pain que je coupe en deux et puis hop, je me fais un demi-sandwich. En fait, la quantité de jambon que vous avez au départ, elle limite le nombre de sandwichs que vous devez fabriquer. Donc on dit que le jambon est le réactif limitant de la transformation, qui transforme le pain et le jambon en sandwich. Et une réaction chimique, c'est ça. D'accord ? J'ai deux réactifs. Il y en a un qui va tout de suite être entièrement consommé, il va en rester de l'autre. Celui qui est complètement consommé, il n'y en a plus à la fin, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant, celui qui stoppe la réaction. Donc, par définition, le réactif limitant, comment je vais mettre ça, et le réactif. Totalement consommé en premier temps. D'accord ? Alors, on va commencer à modéliser ce genre de choses par des équations. Alors, j'ai un coefficient A, donc j'ai A. Ça, grand A en majuscule, c'est mon élément chimique. C'est mon espèce chimique grand A qui apparaît petit a fois à l'intérieur de ma réaction. Plus petit b des éléments B. J'arrive à fabriquer en produit petit c plus petit b. Voilà. Mes réactifs sont A et B, mes produits sont C et D.
Petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques que l'on met devant nos éléments chimiques, devant nos espèces chimiques. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça, c'est la règle. Si la quantité de matière initiale NI de A divisé par petit a est inférieure à la quantité de matière initiale de l'espèce B divisé par B, alors grand A est le réactif limitant. Donc voilà comment vous allez pouvoir déterminer le réactif limitant lors d'une transformation chimique. Vous allez avoir accès aux quantités de matière d'un premier réactif, d'un deuxième réactif. Vous aurez équilibré l'équation chimique qui vous auront donné les coefficients stoichiométriques. Et en divisant ces quantités de matière par leurs coefficients stoichiométriques, c'est ce qu'on appelle donc des coefficients stoichiométriques, en les comparant, vous allez pouvoir trouver qui est le réactif limitant de la réaction. Bien entendu, si cette quantité est plus grande que NB sur B, alors ce sera B qui sera le réactif limitant. Voilà pour ce réactif limitant. Donc c'est cette équation qui va falloir, cette inégalité d'ailleurs, c'est une équation, qu'il va falloir résoudre. Le cas particulier où on a un signe égal entre les deux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, ce qu'on appelle être dans les proportions stoichiométriques. On s'en sert beaucoup et on s'en servira surtout en première spécialité. Alors, tu n'as pas compris une équation. J'ai simplement regardé les quantités de matière de mes réactifs. Donc NiA, c'est la quantité de matière que j'ai mis à l'intérieur de l'espèce A que j'ai mis dans mon ballon. Par exemple, j'ai 7 tranches de pain. Attends, A, il reste. Non. On va dire que A, c'est le jambon et que B, c'est le pain. Donc, NiA, je vais dire que j'ai 3 tranches de jambon. D'accord? 3 moles de jambon. Et que NiB, non, je vais faire NI jambon égale 3 moles. Ok. NI pain, j'en ai 7 moles. 7 tranches de pain, si tu veux. Maintenant, on a dit que pour pouvoir faire un sandwich, on a besoin de l'équation un jambon plus 2 pains donne un sandwich. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça? J'ai bien un jambon plus 2 pains me donne un sandwich. D'accord. Au départ, j'ai 3 moles de jambon, 7 moles de pain. Maintenant, on regarde. Un jambon, j'en ai 3 au départ, donc je fais 3 divisé par 1. Ça, c'est cette quantité NiA sur petit a. Et ensuite, j'ai 7 moles de pain. Mais à chaque fois, il m'en faut 2. 7 divisé par 2. Je compare 3 par rapport à 7 divisé par 2. Vous êtes d'accord que 7 divisé par 2, c'est 3,5. Donc on a bien quelque chose qui est plus petit. 3 est plus petit que 3,5. Ça permet de dire quoi? Ça veut dire que c'est associé au nombre 3, c'est-à-dire le jambon, et le réactif limitant pour la fabrication de sandwich. Alors je sais que les sandwichs en général, ça parle mieux que les réactions chimiques au départ. Maintenant, c'est exactement le même principe. D'accord? Sauf que c'est un petit peu plus complexe, vu qu'il n'y a pas que du pain et du jambon. Il y a plein d'atomes de carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, il y a plein de choses.
Et donc c'est cette inégalité qui va être la règle pour déterminer le réactif limitant. Ça va? Ok. Et il nous reste un dernier point à voir, celui des termes de vocabulaire. En fait, lorsque on a une réaction chimique, ben, pour pouvoir réaliser la réaction chimique, il y a deux cas qui s'opèrent. Soit on doit fournir de l'énergie, d'accord? Et donc dans ce cas-là, c'est une réaction chimique qui consomme de l'énergie pour avoir lieu. Soit la réaction chimique, elle a lieu naturellement et elle libère de l'énergie. Donc ça va être deux termes. Soit elle absorbe, soit elle libère de l'énergie. Quand elle absorbe de l'énergie, on dit que la réaction est endothermique. Quand elle libère de l'énergie, on dit qu'elle est exothermique. Ça sort, l'énergie va vers l'extérieur. Donc c'est le dernier petit point. Et en fait, le cours sera terminé. Vous voyez, c'est pas un cours très très long. Mais par contre, on va rester très longtemps dessus du point de vue des exercices. Parce que ces exercices, ils sont piégeux. Et il faut vraiment prendre le temps dessus. Alors, c'est le grand 3. Aspect énergétique. J'arrive. Oula, Chiara, la connexion est toute pourrie. Mais je te lance ton micro quand même. Ah, il va falloir calculer les molles aussi. Alors, très bonne question. En première, pas trop. Parce qu'on va pas tout mélanger. En seconde, pas trop. On va pas vous mélanger toutes les notions. Par contre, en première spécialité, oui, c'est là qu'on va commencer à mélanger le fait que vous devez savoir calculer des quantités de matière, prédire la réaction, et voilà, ça devient un peu plus difficile. Et en terminale, n'en parlons pas, ça va être que ça. D'accord? Là, on vous amène les choses, petit à petit. Donc, on a regardé comment calculer les quantités de matière. Là, on considère que vous savez le faire. On va regarder d'un autre côté comment on utilise les équations, comment on trouve les équations de bilan, comment on trouve le réactif limitant. Et c'est vrai que le niveau va un petit peu augmenter, et puis on va mélanger tout ça. Donc, ce ne sera pas ensemble. D'accord? Ce sera plus pour les premières spécialités. Hein. Ça, vous le ferez pratiquement plus en enseignement scientifique. Voilà, mais non, ça va très bien se passer. Alors, pour l'aspect énergétique, deux cas. Si le système, deux points, première étoile, absorbe de l'énergie, alors la réaction est dite endothermique. La réaction est dite absorbe, c'est endothermique. Si au contraire la réaction libère de l'énergie, la réaction est dite exothermique. Et en fait, comment est-ce qu'on peut constater si une réaction, du point de vue expérimental, si une réaction est endothermique ou exothermique? Mais d'après vous, comment est-ce qu'on peut le voir? Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Alors, en
la chaleur libérée, ça va avoir quelque chose. Alors il faut bien faire la différence entre la notion de chaleur et de température, parce que parfois, de la chaleur est libérée sans variation de température. Par exemple, quand vous solidifiez de l'eau, l'eau se solidifie à 0 degré. Donc si vous avez de l'eau liquide à 0 degré, elle va passer en solide tout en restant à 0 degré. Et pourtant, il y a bien eu exothermie ou endothermie. Donc c'est un peu difficile de le voir. Maintenant, il faudrait réussir à mesurer cette chaleur. Il y a différentes méthodologies pour le faire. Mais c'est vrai que, en règle générale, on va regarder les variations de température. Et au niveau de seconde, on va placer un thermomètre dans notre mélange réactionnel, et puis on va voir. Si la température augmente, ça voudra dire que la transformation est exothermique, puisqu'elle a libéré de l'énergie pour chauffer le milieu. Si au contraire la température diminue, ça veut dire que le système chimique a pris de l'énergie sous forme de chaleur en faisant baisser la température du système de façon à ce que la réaction puisse avoir lieu. C'est donc une réaction qui sera endothermique. Donc c'est vrai qu'au niveau seconde, c'est la température qui va nous permettre de discriminer l'évolution de la température, qui va nous permettre de discriminer si une réaction est endothermique ou exothermique. Parce qu'on va marquer. Alors, la variation de température du mélange réactionnel sera l'indicateur de fond. Si T augmente, alors la réaction est exothermique. Si T diminue, la réaction sera endothermique. Et bien entendu, si je prends un petit peu de réactif, que la température augmente pendant cette réaction, qu'est-ce qui se passe si je prends beaucoup plus de réactif? J'en mets plus. Que va faire la température? Donc si j'augmente ma quantité de réactif limitant, qu'est-ce qui va se passer du point de vue énergétique? Alors, exactement, la température va encore plus augmenter. Donc, on finit là-dessus. La variation de température comment j'avais mis ça? Sera d'autant plus grande si la masse ou la quantité de matière, ça revient au même, puisque la masse et la quantité de matière sont proportionnelles. Si la masse de réactif limitant est grande. Voilà. Alors,
Je vous donne le listing des exercices que vous allez devoir faire pour vendredi de la semaine prochaine. Il y en a plein. D'accord? Vous faites ce que vous pouvez. Et je voulais voir quelque chose. Bah oui, puisque c'est le réactif limitant qui stoppe la réaction. Donc, en fonction de ton réactif limitant, c'est lui qui va te dire, qui va te gérer l'évolution de la température. Est-ce que ce TP, vous pouvez peut-être le faire à la maison? Non, vous n'avez pas de sulfate de cuivre à la maison, je pense. Vous n'avez pas de chlorure d'ammonium non plus. Donc, non. Tant pis. Alors, pour le listing des exercices. Donc, ce sera pour le vendredi. Alors, on fera combien? C'est des exercices à chaque fois qui sont très courts. Hein. Donc, on sera le 20. Ah, ouais, c'est le 22, on ne voit pas. Ce sera le 29. Alors, c'est parti. De la plein, oui. Ici, page 153. Ici, page 153. 11, page 153. 13, page 154. 17, page 154. 18. Je vous dirai ceux qu'il faut impérativement faire pour vendredi. Il ne faudra pas tous les faire, d'accord? Mais c'est tous ceux que je vais corriger dans ce chapitre. 19, page 154. 21, page 156. 23, page 156. 24, page 156. 26, page 157. 30, page 158. 34, page 159. Alors, nickel, je veux absolument que vous fassiez pour la semaine prochaine. Donc, les premiers, oui. Alors, celui-là, impératif. Celui-là, impératif. Celui-là, impératif. Celui-là. 17. 18 et 19. Voilà. Et cela, voilà, c'est cet exercice qu'il faut absolument les faire. Ce sont les bases. D'accord? Donc que vous ayez au moins les bases pour qu'on puisse ensuite continuer. On va rester quelques temps là-dessus. Il nous restera encore du temps pour finaliser ce qui nous reste. Il nous restera les transformations nucléaires. Je reviendrai ensuite sur les transformations physiques si j'ai le temps. Et on aura fini tout le programme. Voilà, je vous le dis. Donc on est bien, il n'y a pas de souci, mais ce chapitre est un chapitre clé pour la spécialité de physique l'an prochain, donc tous ceux qui vont le prendre, il faut vraiment que vous vous mettiez à fond dans ce chapitre. Il n'y a pas beaucoup de notions, mais vous allez voir, il y a beaucoup de pièges dans les exercices. Il faut bien les comprendre. Voilà, je vais couper l'enregistrement.